Très bien. Bonjour tout le monde. Très bien. Oh. Donc, on va commencer dès 10h30. On va laisser là, quelques secondes encore pour les gens de se connecter. En attendant, on va valider ici que tout le monde voit bel et bien l'écran et l'équipe. Semble, en tout cas de mon côté, tout semble très beau. Excellent. Donc, commençons. Merci beaucoup à tous. D'abord, merci de prendre le temps ce matin pour participer, pour écouter notre webinaire ici sur la loi 25. Donc, pour ceux qui étaient là la première fois, il y a quelques mois, on a le plaisir encore une fois d'accueillir William. William, qui est avocat, qui est spécialisé en tech et gouvernance des données chez Fasken, donc une firme de renommée ici au Québec. Donc, on a aussi, en fait, Jessie qui est responsable de la conformité, qui va pouvoir vous éclairer sur l'aspect non juridique de la loi 25, donc sujet qui est très, très, très important présentement là, dans le domaine. Puis moi, en fait, Nicolas, donc directeur des ventes et des partenariats chez Sululan. Donc, merci encore une fois de participer à notre webinaire ce matin. Donc, la fameuse loi 25, c'est un sujet d'actualité, un sujet qu'on voit en fait de plus en plus dernièrement dans les médias. Donc, au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont été imposées ou qui ont été faites au niveau des TI, au niveau des côtés juridiques, côté légal, au niveau de la loi 25. Pour nous, ça a été une belle opportunité de travailler avec plus d'une centaine d'entreprises pour les mettre conformes dans la première phase, pour les assister, pour les accompagner dans ce projet de loi-là, en fait, qui est venu moderniser la manière qu'on gérait les données personnelles. Donc, vous allez voir que c'est un sujet qui est très lourd, très complexe pour la plupart. La particularité avec William ici, c'est qu'on a un expert dans la matière qui va pouvoir venir nous expliquer d'une manière le plus simple possible, malgré qu'il y a beaucoup de juridique, en fait, tout ce qui concerne, tout ce qui touche à la loi 25. Au niveau des compagnies, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a beaucoup de clients ici de Sululan sur l'appel. Mais pour ceux qui ne savent pas, on est qui? Donc, nous sommes une firme de consultants informatiques hautement spécialisée en cybersécurité, en service TI. Donc, on a plusieurs certifications, plusieurs en fait, mentions de la part de nos partenaires. On se distingue vraiment principalement dans 3 aspects. Donc, au niveau de l'expertise, l'équipe, les certifications, les différents membres en fait, de l'équipe qui sont certifiés à l'interne vont venir faire la différence dans nos solutions. Au niveau de, on dit best in class, tout ce qui est au niveau des solutions. Donc, on priorise vraiment les meilleurs partenaires, les meilleures solutions, les meilleurs distributeurs aussi dans l'industrie pour vous offrir ce qui est le mieux aux clients. Donc, on va tout tester, tout utiliser à l'interne avant de déployer certains outils ou certaines politiques là, chez nos clients. Ça nous amène à vraiment prioriser ce qu'il y a de mieux dans le marché. On est également flexible. Donc, la flexibilité pour nous, qui est un point très important, on se distingue vraiment au niveau de tout ce qui est flexibilité par rapport à l'offre, par rapport au type d'industrie, par rapport à la grosseur de nos entreprises avec qui on travaille. Donc, ça nous a permis, dans le cas de la loi 25, encore une fois, d'assister plus de 100 compagnies dans la dernière année, dans les requis et les différentes mesures à mettre en place. Je vais laisser Fasken embarquer. Fasken, en fait, qui va venir. En fait, l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer le plus simplement possible les requis de la loi 25, le pourquoi, le comment. Venez aussi vous donner tout ce qui est l'accompagnement, l'explication sur ce que vous avez mis en place, si ça n'a pas déjà été fait. Après ça, en fait, on va vous présenter, nous, spécifiquement au niveau de Sululan, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous assister, ainsi que qu'est-ce que Fasken peut faire ici pour vous aider. Donc, William, je te passe le micro. Merci, Nick. Merci ici de Bonjour. présenter ta compagnie. Ouais, très rapidement, là, bonjour tout le monde. Donc, William Denouillard, je suis très heureux de participer pour un deuxième webinaire avec Sululan. Merci d'ailleurs à Sululan pour l'invitation encore. Donc, avocat en protection des données, là, je suis vraiment spécialisé dans ces questions-là, notamment la loi 25. Là, évidemment, c'est ce qui nous occupe les grosses journées ces temps-ci. Donc, on est vraiment les deux mains dedans. D'un point de vue légal, on aide des entreprises, autant les PME, des startups que des grosses institutions du secteur privé comme du secteur public, à se conformer dans le cadre de l'arrivée imminente de la loi 25. On est pas mal la plus grosse équipe au Québec en matière de protection des données, de protection de la vie privée, en matière d'avocat. Donc, on est vraiment bien équipé pour aider tous les types d'entreprises. Très rapidement, là, donc, je vais aborder aujourd'hui avec vous, bien sûr, d'un point de vue peut-être plus juridique, là, c'est vraiment le côté légal qu'on va voir ensemble, mais je vais essayer de vulgariser avec vous les différents concepts, les nouveautés, celles qui sont arrivées l'année passée, il y en a quelques-unes, mais surtout celles qui arrivent, là, donc le 22 septembre 2023, qui est dans quelques jours, là, on en parle. En tout cas, pour moi, là, c'est sûr que je suis là-dedans, donc on en parle depuis longtemps, mais là, ça arrive enfin, là, cette fameuse date fatidique. Très
peut-être juste une petite note éditoriale là, avant de rentrer dans le vif du sujet. OK, oui, aujourd'hui, on est à quelques jours du 22 septembre 2023. Il n'y a pas non plus là, à avoir, à être gêné ou il n'y a pas de mal là, non plus là, à ne pas avoir commencé ou à être très en retard dans sa mise en conformité là, en date d'aujourd'hui. Il ne faut pas être découragé non plus. Ce n'est pas une ligne d'arrivée le 22 septembre 2023. Je pense qu'il faut garder en tête que c'est un marathon, là, la mise en conformité. C'est un processus en continu là, qui va continuer après le 22 septembre 2023. Donc, il n'est jamais trop tard pour se retrousser les manches puis enclencher les étapes nécessaires pour se mettre en conformité. Donc, on va les voir aussi là, concrètement, c'est quoi les pistes de solution d'un point de vue légal pour vous accompagner puis pour progresser dans votre mise en conformité en matière de protection des renseignements personnels. Si on continue, là, donc tu peux changer, mais tu peux avancer pas mal les slides. Donc, oui, voilà, c'est de ça qu'on va parler. On peut continuer. Donc, OK, notre plan de présentation sur le fond. On va regarder donc le contexte des entrées en vigueur très rapidement, là, comment s'inscrit la loi 25 au Québec, avec ce qu'il y a ailleurs au Canada, mais aussi dans le temps, là, comment est-ce qu'on doit concevoir tout ça. Les nouvelles obligations qui s'appliquent aux entreprises, les nouveaux droits pour les individus que les entreprises doivent respecter. Les recours et les sanctions, donc en gros les conséquences de ne pas se conformer là, à la loi 25. Là, puis ça, c'est un des gros changements qui fait en sorte qu'on en parle beaucoup de la loi 25. Là. En ce moment, la version de la loi telle qu'on la connaît en matière de protection des renseignements personnels au Québec ne prévoit presque aucune sanction monétaire aux conséquences. La Commission d'accès à l'information, qui est l'organisme en charge de faire appliquer la loi, n'a pas vraiment de pouvoir de sanction envers les entreprises. Là, on vient vraiment donner des dents, on vient donner des crocs à cette loi-là. Donc, encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle il faut vraiment prioriser cette mise en conformité-là dans vos processus d'affaires. Puis on va regarder après ça des pistes de solutions concrètes là, sur comment se préparer. Donc voilà, puis je vois qu'il y a encore des gens qui se joignent là, à nous, là, donc bienvenue pour ceux qui viennent juste de se joindre. J'ai oublié de mentionner au début de la présentation, si jamais vous avez des questions, je comprends qu'on a une espèce de Q&A là, sur Teams. Là, donc c'est ce que j'allais dire, oui. OK, où est-ce que vous pouvez poser vos questions? Donc, dites-moi s'il y a d'autres choses à rajouter, les gars, là, mais c'est ça, on vous conseille d'inscrire ça par écrit. On va faire de notre mieux pour répondre, de ce que je comprends, à la fin du webinaire. Puis si on manque de temps, on trouvera un moyen peut-être de vous contacter là, pour vous donner une réponse suite à notre présentation. Exact. En fait, je vous confirme que vous pouvez tous écrire des questions directement à l'équipe. Si on a une équipe aussi en arrière pour répondre à vos questions sur ce qui se répond rapidement ou n'importe quoi qui est de contexte avec la présentation, on va pouvoir répondre en live. Parfait. Donc, vas-y, Will. Super. Donc, sans plus tarder, allons-y. Là, j'ai quand même, on pourrait en parler pendant 2 heures. Donc, on va essayer vraiment de faire ça un aperçu express. J'en ai pour à peu près 45 minutes à vous parler là, des différents enjeux de la loi 25 pour donner les bons réflexes. Puis après ça, je laisserai mes collègues continuer. Donc, le cadre législatif canadien, là, la protection des renseignements personnels, pour vous donner un aperçu, c'est une espèce de mosaïque là, au Canada là, qui est un peu qui s'entremêle en matière de loi provinciale, loi fédérale. On a une loi qui s'applique d'un point de vue fédéral, là, qui est là depuis dans le début des années 2000 et qui s'applique dans toutes les provinces qui n'ont pas de loi provinciale qui ont été jugées suffisamment équivalentes en matière de protection des renseignements personnels. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une loi provinciale au Québec, celle dont on va parler aujourd'hui. On en a une en Alberta, une en Colombie-Britannique. Puis pour le reste, dans les autres provinces du Canada, c'est la loi fédérale qui va venir s'appliquer. Les entreprises de compétences fédérales, donc tout ce qui est transport, communication, donc les activités de compétences fédérales, elles vont être régies quand même par la loi fédérale, même dans les provinces où il y a une loi provinciale. Donc, je vous épargne tout le détail, le jargon juridique, mais gardez en tête qu'il peut y avoir plus qu'une loi qui s'applique à vous, dépendamment de si vos activités, justement, sont pan-canadiennes. Il n'y a pas juste la loi 25 qu'il faut tenir en considération. Ceci étant dit, la loi 25, avec donc la loi au Québec à partir dans quelques jours, va être de loin la plus restrictive et la plus sévère en matière de renseignement personnel. Donc, de manière générale, ce qu'on peut affirmer, c'est que si on se conforme au Québec, normalement, à part quelques peut-être petites particularités, on va avoir assez de confort pour dire qu'on est conforme là, au Canada d'un océan à l'autre, si vous me permettez l'expression. Donc,
Voilà, on peut continuer. Puis Nick, il y a peut-être des petites animations que tu vas devoir. Donc, l'introduction, c'est ça. Donc, la loi 25, projet de loi 64, juste pour clarifier, là, si jamais je mentionne le projet de loi 64, c'est la même chose, en fait. C'est le projet de loi 64 qui est devenu la loi 25. Ça a été présenté par le gouvernement le 21 septembre 2000. Ça a été adopté, excusez-moi, ça a été présenté à l'été 2020. Ça a été adopté en septembre 2021. Et donc, ça vient modifier, réformer considérablement la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public, qu'on appelle aussi la loi sur l'accès que vous voyez à gauche, puis la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ce dont on va principalement parler aujourd'hui. Donc, si on continue encore, là, vous avez les 3 grandes vagues, là, comme j'ai mentionné tantôt, de la loi 25. Là, puis, contrairement à la pandémie de COVID-19, on sait qu'il y en aura juste 3 au mois des vagues là, avec la loi 25. C'est sûr que là, c'est la plus grosse qu'on surfe actuellement, là, donc qui arrive le 22 septembre 2023. L'année passée, à titre de rappel, on avait, puis on en a parlé dans le dernier webinaire, mais à titre de rappel, on avait l'obligation de signaler des incidents de confidentialité à la Commission d'accès à l'information et aux individus concernés lorsqu'on avait un certain niveau de risque. Donc ça, c'est déjà en vigueur depuis le 22 septembre 2022. Donc, c'est vraiment de répondre à ces incidents-là, de faire l'analyse de risque, puis de notifier les bonnes personnes à la suite de tout ça. On avait aussi la désignation du responsable en matière de protection des renseignements personnels à l'interne, quelqu'un d'imputable. On va en parler quand même, là, donc même si c'est déjà en vigueur, encore une fois, écoutez, il n'y a pas de. C'est sûr que c'est très. C'est imminent, là, tout ça, là, puis il y a déjà des obligations en vigueur, mais il n'est jamais trop tard pour prendre action, puis se conformer, même pour ce qui est entré en vigueur en 2022. En 2023, vous avez donc la grosse vague, ce dont on va parler. La grande majorité des nouvelles obligations entrent en vigueur donc dans les prochains jours. Et vous avez quelques autres nouveautés qui vont, elles, entrer en vigueur à partir de l'année prochaine, mais c'est aussi une partie beaucoup plus mineure d'un point de vue de la charge obligationnelle. Si on continue dans nos slides, on va voir d'abord de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui. Oui, on parle de loi 25, on parle de loi sur la protection des renseignements personnels, mais c'est quoi un renseignement personnel? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, en fait? La définition de renseignement personnel est très large dans la loi. On vient dire que c'est tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet directement ou indirectement d'identifier. Donc, ça inclut beaucoup de data points, de jeux de données qui peuvent, même indirectement, si on à l'aide d'une concordance ou à l'aide de d'autres bases de données accessibles qui ne sont pas nécessairement stockées ou emmagasinées dans le même système, dans la base de données, peuvent nous permettre de retracer un individu ou d'identifier quelqu'un. Comme des identifiants uniques d'utilisateurs, par exemple, qui, à première vue et directement, ne nous permettent pas de savoir de qui on parle. Mais lorsqu'on peut associer cet identifiant unique-là en faisant une concordance, par exemple, dans une autre base de données avec l'identité des individus, bien, on est quand même là en présence de renseignements personnels. Puis pourquoi c'est important de se poser ces questions-là? Ça peut paraître niaiseux, mais c'est pour savoir si en fait la loi s'applique. Parce que le champ d'application de la loi, ça s'applique qu'au renseignement personnel. Fait on a des fois les notions d'information confidentielle, secret de commerce, secret commercial. C'est tous des informations qui doivent être protégées pour plein de raisons. Mais ce qu'on parle aujourd'hui, ce dont on parle, puis il faut juste démêler les notions, c'est des renseignements personnels, pas d'autre chose. Mais de manière générale, c'est une définition très, très large. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Puis vous avez les exemples à l'écran, dont je vous épargne l'énumération de vive voix. Donc, continuons. Maintenant qu'on a vu un peu ce à quoi peut ressembler un renseignement personnel, la loi vise à régir donc, toutes les manipulations qu'on peut faire d'un renseignement personnel dans le cadre de son cycle de vie. Puis Nick, si je te fais encore quelques clics dans la même slide, vous allez voir les différentes phases du cycle de vie de renseignements personnels. Donc, dès lors qu'on va collecter ou générer des renseignements personnels, les utiliser, les communiquer à des fournisseurs de services, à des partenaires, les conserver, ou aussi combien de temps est-ce qu'on va les conserver, puis ensuite les détruire ou les anonymiser. Donc, pendant tout ce cycle de vie-là, la loi sur la protection des renseignements personnels, et donc la loi 25, s'applique et vient restreindre les manipulations qu'on doit faire et les actions qu'on doit prendre en matière de protection des données.
Continuons dans les slides. Là, on va regarder les nouvelles obligations maintenant qu'on a vu un peu le contexte et les notions fondamentales. Ce que la loi 25 vient d'abord apporter comme nouveauté, mais encore une fois, on va peut-être voir celles qui sont arrivées en 2022. Là. Donc, dans la prochaine slide, je pense que vous avez vraiment d'abord de l'information en lien avec les incidents de confidentialité. Nick, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Donc, regardons rapidement celle de septembre 2022. On avait donc la création du concept de responsable de la protection des renseignements personnels, qui est par défaut la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'entreprise. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas délégué ou désigné par écrit un responsable de la protection des renseignements personnels, sachez que vous n'êtes pas en non-conformité de la loi, mais que la commission d'accès s'attend à ce que votre CEO, votre président, ou bref, la personne ayant la plus haute autorité soit imputable et voit à ce que l'entreprise soit conforme en matière de protection des renseignements personnels. Encore une fois, ça peut être délégué à l'interne ou à l'externe. Ça doit être fait par écrit. Puis, on doit publier les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels sur le site web de l'entreprise. Donc, ça, c'est une des nouveautés. Ça peut être dans la politique de confidentialité ou sur la page d'accueil du site web, tant que ça soit quand même facilement accessible. Il n'y a pas vraiment d'exigence à ce niveau-là. Nick, je te fais encore. Ouais, parfait. Donc, les rôles et les fonctions du responsable de la protection des renseignements personnels. On reçoit souvent la question à savoir est-ce que le responsable de la protection des renseignements personnels devient personnellement responsable en cas de non-conformité? C'est quoi l'impact pour cette personne-là d'être nominée ainsi? Je tiens juste à préciser, la responsabilité personnelle qui peut être engagée lors d'une non-conformité, c'est vraiment réservé aux administrateurs et aux représentants légaux d'une entreprise, d'une société, et non aux responsables de la protection des renseignements personnels. C'est vraiment le but de ce mécanisme-là, c'est vraiment plus d'avoir quelqu'un d'imputable à l'interne, d'avoir une gouvernance à l'interne et quelqu'un à qui on peut se référer pour tout ce qui est justement les questions en matière de protection des renseignements personnels. C'est pas de rendre quelqu'un personnellement responsable si l'entreprise se retrouve dans une situation plus fâcheuse en matière de données. Donc, le responsable de la protection va évidemment, là, pas, j'ai juste l'expression en anglais, mais oversee, là, donc va vraiment chapeauter les analyses de risque en matière de vie privée, dont on va parler tout à l'heure, va vraiment assister tous les départements s'ils ont des questions en lien avec le consentement qu'ils obtiennent, la conservation, la destruction des renseignements personnels, et va pouvoir aussi, là, évidemment, être appuyé, dépendamment de la grosseur de l'organisation, par une équipe. C'est pas quelqu'un qui est obligé de s'en occuper tout seul, mais demeure quand même la personne clé lors de la mise en conformité et la gestion des risques lorsque l'entreprise a atteint son niveau de conformité désiré. Continuons dans notre présentation. Je me permets un court commentaire, en fait, j'allais dire. C'est beaucoup de termes, beaucoup de choses juridiques. N'hésitez pas à poser des questions. En fait, habituellement, vous payez pour ce genre d'expertise-là avec un expert, avec un avocat. Donc, William est vraiment là pour répondre à vos questions, pour vous assister. Oui, tout à fait. Merci, Nick. Puis, c'est ça, je parle vite, là. Désolé, j'essaie quand même de couvrir un bon nombre de choses, mais c'est ça, n'hésitez pas, c'est des choses quand même que vous ne comprenez pas ou que vous voulez que je donne peut-être un peu plus d'infos, on va faire notre possible. Donc, c'est ça, j'en ai parlé. C'est vraiment donc la responsabilité personnelle des administrateurs, d'un dirigeant ou d'un représentant qui peut être engagé et non celle du responsable de la protection des renseignements personnels. Mais si on nomme un des dirigeants ou un des administrateurs, vous comprendrez que là, dans ce cas-là, ça peut être engagé. Donc, continuons. Ça, c'est bon, on l'a vu. Je ne sais pas si c'était 2 fois la même chose. OK, parfait. Les incidents de confidentialité, donc l'autre obligation là, qui est entrée en vigueur, on a des mains levées. Je pense que, je ne sais pas les gars, je pense que pour les questions, c'est ça, on va l'attendre pour la fin, puis on demande aux gens de poser les questions dans le Q&A, c'est ça? Juste Oui, pour en fait, si vous avez des questions pendant le webinaire, posez dans le Q&A. Là, il y a moi, puis Olivier, puis une équipe derrière qui peuvent répondre à ça pendant ce temps-là. Juste à cliquer sur l'onglet en haut dans la présentation Q&A, puis partir une discussion, on va pouvoir y répondre. Parfait. Merci. On a des mains levées. Je ne veux pas vous donner la parole, mais je vais continuer, si vous permettez.
Donc, c'est ça. Incident de confidentialité, c'est l'autre morceau là, de 2022. Ce que ça impliquait, normalement, c'est d'être prêt à répondre aux incidents de confidentialité. Comme j'ai dit, lorsqu'on a un accès non autorisé à des renseignements personnels, lorsqu'on a une fuite de données, lorsqu'on a un envoi à un mauvais destinataire de renseignements personnels, on doit d'abord maintenir ou contenir l'événement, que ce soit une cyberattaque par des gens mal intentionnés ou un accident d'un employé. On doit s'assurer qu'on a contain l'incident ou l'événement. Et ensuite, faire l'évaluation de risque, à savoir est-ce qu'on a un risque réel de préjudice sérieux pour les individus qui sont concernés par les renseignements personnels là, qui font l'objet de l'incident, de l'accès. Un exemple concret, ça pourrait être par exemple lorsqu'on a une fuite lorsqu'il y a un accès non autorisé à des numéros d'assurance sociale, on pourrait avoir des risques de vol d'identité, risques de fraude. Par exemple, il y avait eu, il y a quelques années, il y avait eu une grosse enquête là, sur un incident de confidentialité qui avait touché Ashley Madison, qui était à l'époque, je ne pense pas que ça existe encore, qui était une plateforme là, vraiment pour les relations extra-conjugales. Donc, les gens pouvaient entretenir bref, des relations avec des amants ou leurs maîtresses ou des choses comme ça. Et puis, il y avait eu une grosse fuite de renseignements personnels qui révélait l'identité de beaucoup d'utilisateurs de cette plateforme-là. Et donc, ça peut être un autre exemple de risque réel de préjudice sérieux en matière d'humiliation ou d'impact sur la vie des gens de manière raisonnable. Et donc, bref, l'analyse de risque sur les individus doit être faite. Et si on arrive à la détermination qu'on a un certain niveau de risque, on est en obligation de notifier la commission d'accès à l'information avec certaines informations là, que vous allez voir sur la prochaine slide qui doivent être communiquées là, obligatoirement à la commission d'accès à l'information, aux individus concernés. Et c'est sûr que ce mécanisme-là, je ne vous cacherai pas que considérant que les incidents de confidentialité sont de plus en plus fréquents par expérience, là, puis ça touche à toutes les industries, pas juste celles qui ont beaucoup de renseignements personnels, mais des entreprises dans des secteurs beaucoup plus industriels sont affectées par de tels incidents. Ce que ça fait concrètement, c'est sûr que la Commission d'accès à l'information a un pouvoir de déclencher des enquêtes de son propre gré. Elle n'a pas besoin d'avoir une plainte formelle ou une demande, une demande en justice pour commencer des processus. Donc, ça lui permet quand même de mettre son pied dans l'eau, si vous me permettez, puis de comprendre le pouls un peu des entreprises, d'ouvrir le capot de la voiture, puis de voir un peu comment sont gérés les renseignements personnels si elle entrevoit qu'il y a eu des irrégularités ou elle se fait notifier justement un incident de confidentialité, puis elle voudra avoir plus d'informations. Donc, c'est sûr que, encore une fois, là, je veux pas, mon but aujourd'hui, c'est pas de faire peur, mais la Commission d'accès à l'information, gardant en tête qu'elle va avoir beaucoup de moyens pour savoir ce qui se passe et ensuite rectifier la situation et punir les entreprises si nécessaire avec des gros pouvoirs de sanction dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, voici, j'avais un espèce d'aperçu du mécanisme là, de signalement des incidents de confidentialité. Il y a aussi des tiers, des fois, qui pourraient être notifiés là, en plus des individus de la commission d'accès. Si, par exemple, ils peuvent nous aider à diminuer le risque pour les individus. Un exemple concret, ce serait Equifax, là, souvent, là, où il y a souvent beaucoup de gens là, qui nous écoutent actuellement, qui ont déjà reçu des lettres là, de leurs services financiers, des choses comme ça, qui ont été, parce que leurs renseignements personnels ont été affectés par des incidents de confidentialité. Donc, concrètement, là, ça peut être une lettre, ça peut être tout ça. Puis des fois, quand l'incident présente un certain degré de sévérité, ils vont vous envoyer un abonnement gratuit à Equifax ou à un autre service de surveillance de crédit pendant 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de tiers là, qui pourrait être notifié pour venir en aide puis permettre de gérer les risques là, pour les individus suite à cet incident-là. Voilà, donc je saute quand même rapidement sur ces éléments-là, puisque c'est ceux de l'année passée. Je vais juste arrêter 30 secondes, William. On vient d'activer le chat. Là, on avait un problème avec le Q&A. Les gens ne pouvaient pas poser des questions. Donc, à partir de maintenant, vous devrez être capable d'écrire au minimum dans le chat si vous avez des questions. On va pouvoir y répondre à ce moment-là. Merci beaucoup, Jesse. Merci. Les incidents de confidentialité, ensuite, là, je voulais juste mentionner ça. Bien sûr, il faut répondre comme on l'a mentionné, mais il y a aussi le registre d'incidents de confidentialité qui doit être tenu.
de manière rigoureuse. En gros, ça ressemble à quoi? C'est vraiment, ça peut être une espèce de fichier Excel ou un SharePoint là, que vous, avec différentes colonnes et vous entrez, lorsque vous subissez un incident de confidentialité, vous faites une entrée et vous en inscrivez les informations que vous voyez à l'écran dans le registre. Puis, gardez en tête que le registre, c'est une obligation aussi qui s'applique depuis septembre 2022. Puis que c'est pas seulement les incidents qui ont présenté un certain niveau de risque, là, puis qui ont obligé la notification qui devait être inscrite dans ce registre-là. C'est vraiment tous les incidents de confidentialité, même les petits incidents mineurs qu'on n'a pas à notifier à qui que ce soit, où on doit documenter là, justement comment est-ce qu'on a pu en arriver à la détermination que le niveau de risque était assez bas pour ne pas notifier. Donc, normalement, si vous n'avez pas d'inscription dans votre registre d'incidents de confidentialité pendant 2 ans, en tout cas, de mon point de vue à moi, c'est louche parce que toute entreprise va avoir des irrégularités ou bref, un envoi accidentel ou une perte de renseignements personnels dans cette période de temps-là. Le registre en soi, c'est un document interne, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à publier sur votre site Web. La commission d'accès à l'information, c'est le seul organisme qui peut en exiger la production d'une copie. On n'a pas vraiment d'informations sur dans quel, s'il y a un nouveau pouvoir, on ne sait pas vraiment pourquoi demander ça, mais surtout, ça va sûrement être dans le cadre d'une enquête, justement, qu'elle déclencherait ou elle pourrait exiger la production d'un tel registre. Donc, voilà. J'en profite, William, en fait, on a une question ici. Je pense que c'est important de la traiter là, mais applicabilité de la loi selon le siège social de la société, les filiales ou les clients. Donc, qui est-ce qui doit, en fait, avoir les requis ici de la loi 25? Super bonne question. Donc, le champ d'application territorial, si on veut, de la loi là, va prendre en considération les éléments suivants. Ce n'est pas des conditions cumulatives, là, ça va être l'un ou l'autre qui va déclencher l'application de la loi. C'est si l'entreprise exerce ses activités donc, au Québec, là, est enregistré au registrage d'entreprise du Québec. Donc, c'est vraiment exploiter une entreprise au Québec là, qui peut se faire de plusieurs formes. Ça peut aussi être sous la forme de, par exemple, avoir son siège social ou sa seule place d'affaires en Ontario, mais avoir une proportion importante de clients via Internet, par exemple, au Québec. Donc, c'est pas juste exploiter une entreprise au Québec qui peut déclencher l'application de la loi, mais aussi le fait de traiter, de recueillir des renseignements personnels d'individus situés au Québec, même si on est en Ontario, même si on est aux États-Unis. Donc, ces entreprises-là peuvent être assujetties à la loi québécoise. Il y a comme une étude d'application extraterritoriale dans la mesure où on collecte des renseignements personnels sur les Québécois. Et finalement, c'est si l'entreprise recueille des renseignements personnels de gens de l'extérieur du Québec, mais les traite, les conserve et bref, les bases de données sont situées au Québec. Donc, tous ces éléments-là peuvent faire en sorte que la loi va être applicable à cette entreprise-là. Par exemple, une entreprise qui a plusieurs filiales ou places d'affaires à travers le Canada, c'est l'entité normalement qui va être située au Québec, qui va avoir ses employés au Québec, qui va souvent recueillir des renseignements personnels au Québec et normalement qui va être assujetti en matière de protection des renseignements personnels à la loi 25 au Québec. Mais comme je l'ai mentionné au début de la présentation, peut-être qu'il y en a qui l'ont manqué. Il y a d'autres lois là, au Canada en matière de protection des renseignements personnels. Il y en a une au fédéral, il y en a une en Alberta, en Colombie-Britannique. Ils ont des champs d'application aussi, il faut en convenir, là, qui sont pas toujours bien tracés finement, là, avec des lignes clairement tracées. Et donc, il peut quand même, des fois, y avoir plus qu'une loi qui s'applique à une entreprise selon son secteur d'activité. Par exemple, des activités de compétences fédérales, comme le transport, les télécommunications. Donc, dans ces cas-là, l'entreprise pourrait être associée à la loi fédérale et au provincial. La règle générale, c'est que la loi 25, puisque c'est la plus restrictive, là, maintenant au Canada et de loin, normalement, lorsqu'on a réussi à se conformer au Québec, on est assez confortable pour dire qu'on est conforme à l'échelle pan-canadienne. On a ici une question, William, là, qui touche un peu tout ça, là, mais est-ce que ça concerne uniquement les personnes morales ou aussi... est-ce que ça concerne les personnes morales aussi ou seulement physiques? Donc, par exemple, si nous avons des informations bancaires de nos clients commerciaux, s'agit-il de données considérées comme des renseignements personnels pour la loi? OK, ouais, non, super la question. Puis ça en lien avec ce qu'on a vu tantôt, là, juste pour clarifier, les renseignements personnels, c'est vraiment ce qui concerne un individu. Puis il faut le distinguer des renseignements, par exemple, qui sont juste confidentiels concernant des entreprises.
Donc, des renseignements financiers sur vos clients entreprises, sur vos fournisseurs, qui ne concernent pas des individus, mais bien des personnes morales ou des organisations, ne sont pas des renseignements personnels. Ce sont des renseignements qui doivent souvent être protégés pour d'autres raisons, en vertu d'ententes de confidentialité, d'autres contrats, même d'autres lois, mais ce n'est pas couvert parce qu'on voit aujourd'hui par la loi sur la protection des renseignements personnels. C'est vraiment ce qui concerne un individu et qui permet d'identifier. Toutefois, vous pouvez avoir des renseignements dans un dossier de client-entreprise, dans un dossier fournisseur qui concerne la personne ressource, donc l'individu chez le fournisseur qui doit être contacté. À noter que la loi 25, il y a quand même quelques bonnes nouvelles avec la loi 25, là, elle vient exclure de son application les coordonnées d'affaires d'un individu, donc vraiment, justement, le numéro de téléphone, l'adresse courriel d'un individu peut être utilisé pour le contacter dans le cadre de son rôle dans une entreprise, là, vraiment, ou comme mes informations sur mon profil FastScan en ligne. C'est ça, ce sont des informations, des coordonnées d'affaires qui ne sont plus assujetties à la loi. Mais à part cette exception-là, tout ce qui concerne un individu, c'est ce qu'on doit protéger en vertu de la loi 25. Excellent. Dernière petite question avant de te laisser aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en fait, a comme courriel, par exemple, prénom et nom de famille, est-ce que c'est considéré comme une donnée personnelle? Oui, c'est considéré comme un renseignement personnel de base. Là, c'est sûr que c'est pas le renseignement personnel peut-être le plus sensible, j'en conviens. Et puis on va revenir à la sensibilité du renseignement, puis pourquoi faut déterminer ça, mais ce sont clairement des renseignements personnels, c'est souvent ce qu'on appelle des identifiants directs. C'est tout ce qui va être les renseignements qui vont être rattachés ou associés à ces renseignements personnels directs vont être considérés des renseignements personnels parce qu'ils peuvent être directement identifiables à vous en raison de la présence de votre nom, prénom, adresse courriel, qui sont souvent des identifiants qui permettent directement de vous identifier. Donc la réponse est oui. C'est là. Est-ce qu'on en avait une autre? Non, c'est bon? Non, on peut continuer. Parfait. OK, on arrive donc dans notre étape de 2023. On a d'abord l'obligation de de préparer et surtout d'implanter, parce que souvent les entreprises oublient là, que c'est bien beau de préparer une politique, mais après ça, you have to walk the talk, c'est-à-dire de m'implanter et d'opérationnaliser les politiques de gouvernance. Donc, vous devez avoir, là, à partir du 22 septembre 2023, une politique interne en matière de gouvernance, de protection des renseignements personnels qui va prévoir, là, puis va attribuer les responsabilités à l'interne en matière de conservation, de destruction de renseignements personnels, de traitement des plaintes. Puis tout ça devrait être normalement approuvé par le fameux responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, ces politiques-là, ils peuvent prendre différentes formes. C'est sûr que leur longueur, leur complexité va dépendre, encore une fois, de leur quantité, de la sensibilité, puis vraiment du volume de renseignements personnels qu'une entreprise va avoir. Là. Tout ça doit être proportionnel, évidemment. Là. Je ne demanderai pas à mon dépanneur du coin de préparer un gros jeu de politique de gouvernance très, très détaillé, tandis que je m'attendrai à, je dis ça comme ça, là, Shopify ou d'autres entreprises très technologiques qui ont un gros volume de données, d'avoir un jeu de politique pas très complexe, mais très documenté et très bien implanté et qui est révisé périodiquement de manière par le responsable, mais par d'autres personnes à l'interne. Donc, tout ça, la structure et comment se présentent ces politiques-là concrètement va dépendre du volume et de la sensibilité du traitement de renseignements personnels, évidemment. Et pas mal tout ce qu'on voit aujourd'hui, les analyses de risque, tout ça, la notion de proportionnalité dans la loi est très importante. C'est-à-dire qu'une obligation va s'appliquer différemment au premier type d'entreprise et différemment à un autre type d'entreprise, encore une fois, selon les facteurs que je viens de vous énoncer. Là. Donc, c'est pas tout le monde qui ont le même degré là, d'exigence en matière de mise en conformité. Donc, tout ça doit toujours être proportionnel. Continuons. Le consentement, c'est vraiment la pierre angulaire de la loi en matière de protection des renseignements personnels. Puis ça, c'est pas nouveau, c'est comme ça depuis, depuis la première version de la loi au Québec de 1994. Dans les autres lois canadiennes, le consentement, c'est la base légale principale pour recueillir, utiliser, communiquer des renseignements personnels.
C'est-à-dire qu'on on doit obtenir l'autorisation ou le OK des individus pour traiter leur renseignement personnel. Il doit être libre, éclairé, manifeste, mais en gros, là, ce que vous devez retenir, c'est qu'il doit être demandé pour des finalités spécifiques et de manière claire et simple. Les fameuses politiques de confidentialité, évidemment, qu'on voit sur les sites web des entreprises, qu'on se fait présenter tout le temps en ligne et que, j'en conviens, on ne lit jamais. Eh bien, ces politiques de confidentialité-là, quand même, sont là pour nous donner l'information nécessaire pour qu'on puisse aller de l'avant et donner notre OK. Donc, c'est ça le but de ces politiques de confidentialité-là, c'est de nous donner de l'information pour qu'on puisse ensuite consentir au traitement de renseignements personnels. J'en profite pour mentionner que c'est quelque chose qu'on va voir aussi en détail après. Le consentement du consentement de site web. Là. Le consentement en matière de protection des renseignements personnels peut être de deux façons. Il peut être implicite, c'est-à-dire qu'on va déduire du comportement d'un individu qui l'a consenti. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai présenté ma politique de confidentialité avec un lien cliquable, puis que tu as quand même soumis tes renseignements personnels à mon formulaire en ligne, tu as cliqué sur OK, je peux en déduire que tu as consenti à mon traitement de renseignements personnels. Toutefois, dans certaines situations, il doit être explicite, ce qu'on appelle en bon français le opt-in. C'est vraiment lorsqu'on doit avoir un consentement en cochant une case, en obtenant une signature, ou bref, en demandant à l'individu de confirmer par un acte positif, par exemple, pas par une case précochée, mais bien par une case à cocher. Donc, en demandant un consentement par un acte positif aux individus, puis ça, c'est requis lorsque on va devoir utiliser des renseignements personnels sensibles à des nouvelles finalités ou les communiquer des renseignements personnels sensibles à de nouvelles finalités qu'on n'avait pas identifiées, par exemple, initialement lors de la collecte, qu'on n'avait pas présenté à l'individu lors de la collecte. Donc, c'est dans ces cas-là où on va devoir obtenir un consentement explicite ou un consentement opt-in. Dans les deux cas, le consentement, c'est vraiment la notion centrale de la loi, puis c'est toujours vraiment la base de la mise en conformité, c'est-à-dire est-ce qu'on a des consentements valables pour traiter les renseignements personnels qu'on a en notre possession? C'est la première question normalement qu'on devrait se poser. Continuons, si vous pouvez switcher de slide. Et donc, la transparence, qui est un principe très, très relié au consentement, parce que la transparence, ce que ça implique, c'est qu'on doit donner de l'information dans notre politique de confidentialité aux individus, puis être transparent en lien avec nos pratiques. Et donc, pour obtenir un consentement, normalement, si pour vous demander la permission pour faire quoi que ce soit, bien, je dois vous demander c'est quoi ce que je vous demande. Et donc, quand on demande le consentement, il y a des informations obligatoires là, qui doivent se retrouver dans les politiques de confidentialité. D'où viennent les renseignements? Qui à l'interne va y avoir accès? Quels sont vos droits en lien avec vos renseignements personnels? Donc, tout ça, c'est couvert par l'obligation de transparence. On a deux nouveaux régimes là, de transparence / consentement là, qui s'ajoutent avec la loi 25 là, qui sont spécifiques à certaines technologies. D'abord, la première, c'est tout ce qui est en lien avec l'utilisation de renseignements personnels pour faire du profilage ou de la géolocalisation. Par profilage, là, c'est une définition très large. On entend tout ce qui est analyse du comportement des individus, de leur performance, de leurs préférences personnelles pour créer un profil d'individus. Et donc, lorsqu'on veut faire du profilage de la géolocalisation, on doit aussi spécifiquement le mentionner et obtenir un consentement explicite, donc opt-in distinct. Donc, ça doit vraiment être une chose qui s'ajoute à la politique de confidentialité. Concrètement, ça peut se présenter sous forme de... On en voit souvent là, pour tous les sites là, qui sont souvent couverts par les lois européennes, ou même il y en a déjà au Canada qui ont ça, là, des de bandeaux cookies, là, donc les espèces de rubans que vous voyez en bas des sites web. J'en conviens, des fois, je trouve ça vraiment fatigant d'avoir ces bandeaux-là, mais la raison pourquoi c'est là, c'est parce que maintenant, il y a beaucoup de lois qui prévoient d'avoir un consentement opt-in distinct pour tout ce qui est profilage par le biais de cookies, de témoins ou de traceurs qui sont déposés sur le site web et qui permettent de suivre la navigation de l'individu. Tout ce qui est traitement automatisé par l'intelligence artificielle aussi, lorsqu'on prend des décisions sur des individus et que c'est exclusivement basé sur des moteurs de prise de décision basés sur l'IA, on doit avoir aussi des divulgations additionnelles dans notre politique de confidentialité. Cette disposition-là, par expérience, n'est pas beaucoup encore appliquée. On la voit pas beaucoup, on la voit pas souvent s'appliquer, ou bref,
potentiellement applicable à partir du 22 septembre 2023 parce qu'on traite vraiment des décisions qui sont prises en étant basées exclusivement sur un traitement automatisé de renseignement personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans la prise de décision, ce qui arrive quand même rarement là, aujourd'hui en 2023, mais on devrait en voir de plus en plus souvent là, des décisions qui vont vraiment être prises de façon complètement automatique concernant les individus. Si c'est le cas, vous devez avoir le réflexe de soit m'appeler ou appeler Solulan pour avoir des exemples de solutions techniques à implanter, mais il y a des divulgations additionnelles qui vont devoir être mises en place. Tout ça, tout ce que je vous ai dit en lien avec les politiques de confidentialité, bandeau cookie, ça doit être divulgué aux individus en un langage clair et simple. Ça, c'était pas prévu dans la loi avant. Puis il met vraiment l'emphase sur le fait qu'on peut pas vraiment noyer là, toute cette information-là dans un long contrat ou dans une longue politique super juridique. Il faut avoir un document qui est user-friendly, si vous me permettez l'expression, qui est clair, qui est simple et dont où le commun des mortels peut facilement se retrouver et comprendre ce qui est écrit. Continuons rapidement. Un autre gros morceau de la loi 25, là, de la deuxième phase de mise en conformité, c'est les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. En fait, c'est des analyses de risque qui devaient être complétées là, à partir du 22 septembre 2023 avant de démarrer un nouveau projet d'acquisition, de développement, de refonte de systèmes d'information ou de prestations électroniques de services. Là, je vous entends à travers votre écran me dire, mais là, c'est quoi ça? C'est comme, ça veut dire tout et rien. Je suis d'accord, on n'a pas plus de lignes directrices de précision de la part du régulateur en date d'aujourd'hui, en lien avec cette définition très large de projet technologique qui va déclencher l'obligation de préparer une analyse de risque au préalable avant de lancer le projet. Et donc, ce projet-là, dont vous voyez la définition à l'écran, tant qu'il implique la collecte, le traitement ou la communication de renseignements personnels, doit être précédé de cette évaluation-là qui doit être documentée. C'est un mécanisme qui est fortement inspiré de certaines lois environnementales là, qui prévoient que lorsqu'on veut partir un nouveau projet immobilier ou bref, certains projets à impact environnemental, on doit faire une analyse de risque et une analyse d'impact environnemental au préalable, la documenter et voir s'il y a des risques particuliers qu'on a identifiés et qu'on va remédier avant d'opérationnaliser le projet. Et là, on transpose ça en matière de renseignement personnel. Donc, ça peut vraiment venir s'appliquer à la mise en place par une entreprise, par exemple, d'un nouveau CRM pour gérer ses infolettes ou sa relation client. Un nouveau système pour puncher son temps auprès des employés. Donc, vraiment, l'implantation d'un nouveau projet technologique, normalement, va devoir être précédé de cette analyse-là, qui, encore une fois, je me répète, doit quand même être proportionnée là, à la sensibilité des renseignements, aux quantités de renseignements qui vont être impliqués dans le projet. Faut quand même toujours pas se virer fou avec ça là, si le projet n'est pas un projet très, très data sensitive, si vous me permettez l'expression. Continuons dans nos slides. On a aussi la notion de confidentialité dès la conception, qui est quand même très reliée à l'analyse de risque. Lorsqu'on va offrir un produit ou un service au public qui est de nature technologique, là, que ce soit n'importe quel software as a service qu'on peut retrouver en ligne, n'importe quelle application mobile qu'on peut télécharger sur les App Store. On doit s'assurer que les paramètres de l'application offrent le plus haut niveau de protection de la vie privée, de confidentialité par défaut. C'est-à-dire que, par exemple, je sais par exemple, il y a des applications qui peuvent activer le micro, par exemple, parce qu'on va pouvoir faire des commandes vocales, puis des choses, ça peut être beaucoup de choses, mais par exemple, les commandes vocales, l'activation du micro devrait toujours être désactivée par défaut et on doit demander à l'individu d'activer ces paramètres-là par lui-même et qu'il n'ait pas lui-même à retourner dans les réglages lorsqu'il installe le service ou qu'il accède au service en ligne pour reconfigurer son service ou son application. Donc, la seule exception, c'est pour les témoins de connexion, donc les cookies sur les sites web, qui sont couverts plus par la notion de profilage qu'on a vu précédemment, dans la mesure où c'est des cookies ou des témoins qui permettent de faire de la publicité en ligne. Continuons pour la prochaine. Ça, c'est l'autre gros, je dirais que c'est un pas mal. S'il y a quelque chose qu'il faudrait commencer rapidement, c'est ça, parce que c'est un travail quand même colossal, mais ce qu'il faut gérer aussi avec la conformité de la loi 25, c'est notre rétention, notre destruction des renseignements personnels.
à l'heure qu'il est, là, puis dans la loi au Québec depuis que la première version a été sanctionnée en 1994, on n'a pas d'obligation positive de supprimer, de se débarrasser ou d'effacer les renseignements personnels dont on n'a plus besoin. On a seulement l'obligation de ne plus les utiliser, de ne plus les manipuler, mais on peut les conserver. Puis il y a beaucoup d'entreprises, là, encore une fois, c'est pas pour pointer personne du doigt, il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas vraiment conscients là, de la loi 25, mais qui accumulent depuis plusieurs années beaucoup de données sur des individus, des anciens employés, des anciens clients, des dossiers clients qui sont inactifs depuis plusieurs années et qu'il y a une accumulation comme ça de renseignements personnels qui se fait. À partir du 22 septembre 2023, on a donc l'obligation positive, les entreprises ont l'obligation vraiment positive de se débarrasser, de détruire ou d'anonymiser les renseignements personnels pour lesquels les finalités de la collecte ont été accomplies. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, qu'on n'a plus, il n'y a plus de raison pour laquelle on a besoin de garder ce renseignement personnel-là. Puis je parle des raisons qu'on a divulguées dans nos politiques de confidentialité, la prestation des services. On ne peut pas inventer de nouvelles finalités de manière subséquente si on n'obtient pas de consentement subséquent des individus. Je tiens à le rappeler. Donc, lorsque la finalité qu'il avait identifiée lors de la collecte, par exemple, fournir le service à mon client ou envoyer une infolette, lorsque la finalité elle est complétée, c'est-à-dire le compte client est fermé, la personne se désabonne de l'infolette, par exemple, ben, je dois me débarrasser des renseignements personnels. Et c'est-à-dire que je dois m'en débarrasser, sauf si on a d'autres obligations légales dans d'autres lois qui n'ont pas rapport avec les renseignements personnels qui nous exigent de les conserver plus longtemps. Puis ça peut arriver évidemment là, beaucoup dans tous les dossiers d'employés, les factures, il peut y avoir des exigences fiscales qui peuvent venir nous demander de garder ça. Environ 7 ans. Pour les dossiers d'employés, ça peut être plus autour de 3-4 ans. Et donc, vous me voyez venir, là, mais c'est quand même un travail de moine là, de pouvoir catégoriser les différentes données qu'on a, puis déterminer la durée de rétention, mais c'est un exercice nécessaire et très utile pour justement gérer cet aspect de la mise en conformité. Donc, d'avoir un calendrier de conservation, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec nos clients. Selon le type de données, la finalité de la collecte, on peut vraiment établir une durée de rétention, le point de départ du délai et le point d'arrivée auquel on doit détruire ou anonymiser. Donc voilà, l'anonymisation qui est une nouvelle aussi notion dans la loi 25, qui est une alternative à la destruction, mais pour anonymiser un renseignement personnel, c'est-à-dire de le rendre plus personnel. Ce n'est plus un renseignement qui était sujet à la loi. Il y a quand même un seuil très, très élevé là, qui doit être atteint. C'est-à-dire qu'on doit être capable de déterminer et de prouver que le renseignement, de manière irréversible, ne peut plus permettre d'identifier qui que ce soit, directement ou indirectement. Il y a beaucoup de données qui vont être cryptées, chiffrées, hachées. Puis encore une fois, je ne suis pas informaticien, là, mais il y a beaucoup de processus d'agrégation de données. Souvent, les clients vont se dire « Ah, ben, c'est correct, moi, mes données sont agrégées, sont cryptées, là, mais c'est encore des renseignements personnels. On n'atteint pas ce seuil-là d'anonymisation. Une donnée cryptée, dans la mesure où j'ai une clé de décryption quelque part, peut être décryptée, peut être réversible, c'est-à-dire peut encore retracer un individu. Donc, on est encore en présence de renseignements personnels au sens de la loi. Gardez ça en tête. Continuons, puis je vais essayer il me reste pas beaucoup de temps, je vais laisser du temps à mes collègues. Ça, c'est bon, on peut continuer. Ouais, peut-être le dernier morceau que je veux traiter avec vous, c'est ça, là. Vraiment, les prestataires de services puis les communications de l'extérieur du Québec. Évidemment, les entreprises qui ont des renseignements personnels, ben, doivent les protéger, mais c'est inévitable qu'on doit des fois en transférer à des fournisseurs de services qui sont situés au Québec ou à l'extérieur du Québec. Il y a une exception dans la loi au consentement là, qui permet aux entreprises de communiquer les renseignements personnels à des fournisseurs de services lorsque ces données-là sont nécessaires pour leur prestation de service. Toutefois, puis ça c'est encore une fois modifié par la loi 25, les conditions pour pouvoir bénéficier de cette exception-là, c'est d'avoir au minimum un contrat écrit contraignant avec le fournisseur, évidemment, qui prévoit 4 items principaux, notamment restriction à l'utilisation de renseignements personnels, donc vraiment que ça soit stipulé dans le contrat pour seulement s'en tenir à ce qui est nécessaire pour la prestation des services. Prévoir, décrire en fait les mesures qui vont être prises pour assurer la confidentialité des données.
prévoir un droit de vérification, un droit d'audit des renseignements, des pratiques du fournisseur. Donc, que vous ayez un mécanisme que vous puissiez utiliser pour vérifier les pratiques du fournisseur, que ça soit stipulé dans le contrat. Et finalement, que le fournisseur va se débarrasser de détruire les données lorsque le contrat va être terminé ou va expirer. Donc, que ce soit prévu dans le contrat, ça aussi. Donc, ça, c'est les 4 éléments qui devaient être prévus. Ça, c'est pour tout fournisseur au Québec ou à l'extérieur. Et lorsqu'on va transférer des données à l'extérieur du Québec, que ce soit, oui, à un fournisseur, mais que ce soit aussi, ça peut être aussi à une filiale, à un partenaire, il y a plein de raisons, mais dès lors qu'on veut transférer des données à l'extérieur du Québec, on doit aussi faire une analyse de risque qu'on a vu tantôt pour les projets technologiques, mais on a une analyse de risque en lien avec la juridiction dans laquelle on va transférer les renseignements personnels, le fournisseur, les pratiques qui vont être en place. Et lorsqu'on a identifié ces risques-là, on doit les gérer, les remédier, notamment par le biais du contrat aussi qu'on va signer avec ce fournisseur-là. Donc, ça s'ajoute aux conditions qu'on vient de parler pour le transfert au fournisseur. Donc, grosse nouveauté là, pour tout ce qui est transfert, même à un fournisseur d'hébergement, par exemple aux États-Unis, normalement, l'analyse de risque va devoir être faite et documentée au préalable. Voilà, puis encore une fois, là, je pense que les nouveaux droits, vous avez des droits d'accès, de rectification qui existent déjà auprès des individus. Il n'y a pas énormément de changements à ce niveau-là. Donc, vraiment, gardez en tête que vous devez respecter ces droits-là. Si vous avez des demandes d'accès, de rectification, vous devez y répondre. Vous devez les mentionner dans votre politique. Mention rapide aussi, là, si on continue sur les sanctions. Je l'ai mentionné au début, là, puis des fois, je les mets au début pour faire peur, là, mais là, je vous ai rendu là. Gardez ça en tête que ça va coûter cher. C'est la Commission d'accès des sites de sévère parce qu'elle a des gros nouveaux pouvoirs de sanctions pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars en sanctions administratives pécuniaires, jusqu'à 25 millions de dollars en sanctions pénales. Il y a la responsabilité personnelle des administrateurs. Il y a des recours collectifs qui sont facilités aussi d'un point de vue de la responsabilité civile. Donc, encore une fois, il n'est jamais trop tard, mais il faut vraiment prendre ça en considération, là, puis peser, être capable de se peser l'importance que le gouvernement du Québec a donné à cette loi-là, surtout en fonction des sanctions qui sont prévues, puis agir en conséquence là, pour protéger votre entreprise. Désolé d'avoir pris peut-être un peu plus de temps, les boys, puis merci tout le monde pour m'avoir écouté. Je vois qu'il y a plusieurs questions. On va essayer de répondre là, à la fin, mais je vous laisse pour l'instant, messieurs, prendre le relais. Puis merci tout le monde. Excellent. Ensuite, on peut peut-être passer quelques questions avant qu'ils tombent dans l'oubli. Il y en a 2, entre autres, là, qui sont revenus à plusieurs reprises, qui étaient doit-on demander l'autorisation après le fait, dans le fond, aux employés qui sont dans l'entreprise depuis plus de 2 ans, par exemple, pour la qualité d'information par rapport à la paye et tout ça? Bonne question. C'est sûr qu'un consentement qui a été obtenu valablement à la loi actuelle n'a pas à être réobtenu à partir du 22 septembre 2023. Ceci étant dit, on a beaucoup puis encore une fois, là, je dis, il y a beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas, là, puis je dis, c'est correct en ce moment, la loi ne prévoit pas des grosses conséquences, il y a beaucoup de gens qui ne prenaient pas nécessairement ça au sérieux, mais il y a quand même déjà une obligation d'obtenir un consentement de vos employés lorsque vous les embauchez pour traiter leur renseignement personnel. On est vraiment dans un cas ici de renseignement de consentement implicite parce que vous pouvez simplement donner accès à une politique de confidentialité interne à vos employés lorsque vous recueillez leurs renseignements. Puis ils ont accès, là, puis ils n'ont pas besoin non plus de cocher, de signer, quoi que ce soit. Et donc, vous deviez obtenir déjà un consentement implicite de vos employés lorsque vous les aviez embauchés en vertu de la loi actuelle. C'est-à-dire, et donc, vous n'auriez pas nécessairement de consentement valable en ce moment en vertu de la loi. Moi, ma recommandation pratique, ce serait de vous donner, par exemple, une politique de confidentialité très simple applicable aux employés et de la diffuser par courriel ou sur le portail applicable aux employés pour leur dire, ben voici, vous avez maintenant une politique de confidentialité, vous pouvez la consulter, écrivez-nous si vous avez des questions. Et par le fait que les employés vont juste pouvoir en prendre connaissance, puis le temps va passer, mais vous allez pouvoir quand même démontrer qu'il y a un consentement implicite qui a été obtenu. Donc, même si ça n'a pas été fait auparavant, ça peut être fait aujourd'hui. Puis ce serait ma recommandation pour justement gérer ce risque-là là, en lien avec les renseignements personnels des employés. Parce que les renseignements personnels des employés, il n'y a pas de distinction dans la loi entre les renseignements personnels d'employés, ceux de clients, ceux des visiteurs d'un site web. Tout ça est assujetti à la loi sur la protection des renseignements personnels.
Excellent. Puis également, une autre question par rapport aux données qui sont stockées dans les clouds qui seraient basées dans d'autres pays. Est-ce qu'on a besoin d'obtenir le consentement de nos employés, par exemple, si nos données d'entreprise sont conservées aux US, mais qu'on opère au Québec? C'est une information qui doit obligatoirement être contenue dans la politique de confidentialité dont je viens de parler. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un consentement distinct, là, encore une fois, un opt-in, un check-in card, une signature pour précisément transférer ça à l'extérieur du Québec. Mais l'endroit où sont situées les données et le fait qu'ils peuvent être communiqués à l'extérieur du Québec, c'est une information obligatoire dans la politique de confidentialité que vous donnez accès à vos employés. Excellent. Est-ce qu'on avait d'autres questions ici? Sinon, en fait, j'aime les deux premiers points ici. Là. Donc, la conformité, vraiment, qui est un processus en continu. Donc, pas juste pour la loi 25, mais plusieurs autres types de conformité. C'est quelque chose qu'on voit là souvent. C'est pas juste des checklists qu'on complète, c'est réglé. C'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne à jour là, continuellement. Mm-hmm. Merci beaucoup, William. Rapidement, si vous avez des questions au niveau juridique, donc on vous invite, même dans la participation avec celui-là dans l'accompagnement, on vous réfère à Fasken, le côté juridique. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec William. Vous allez avoir l'information à la fin, puis dans la présentation PowerPoint avec les courriels de tout le monde. Tout à fait. Puis merci, messieurs. Là. Puis ce que Nicolas vient de dire s'applique dans l'autre sens aussi. Nous, évidemment, on réfère souvent nos clients à Cellulan pour tout ce qui est implantation technique, là, des outils qui peuvent leur permettre de gérer la conformité, là, que ce soit garder un log des consentements qui sont obtenus, les bandeaux qui peuvent être utilisés sur le site web, tout ça. Donc, ils vont vous en parler. Mais merci, messieurs. Puis c'est vraiment un travail multidisciplinaire, donc la conformité à la loi 25. Exact. C'est bon. Super. On va passer en fait le micro à Jesse, expert en conformité. Je voulais juste mentionner rapidement aussi qu'on allait avoir en fait du temps pour des questions après. Donc, évidemment, le webinaire finit à midi. Mais si vous avez d'autres questions, si vous voulez entretenir une conversation, là, on est disponible là, pour rester avec vous. Exact. Donc, merci Nicolas. Moi, dans le fond, je vais venir parler un peu plus là, de qu'est-ce que Solane peut venir faire pour vous aider au niveau là, vraiment de l'application et du concret. William nous a parlé beaucoup de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. C'est une job qui peut être très, très demandante pour une seule personne dans une entreprise. Donc, nous, ce qu'on va venir en tant que partenaire de cybersécurité, ce qu'on va venir accomplir, c'est qu'on va vous aider à alléger un peu ce fardeau-là. Donc, non seulement pour la conformité, mais aussi pour la sécurité. C'est super important qu'on protège nos données comme il faut, avec des bonnes mesures au niveau à la fois technologique et administratif. Donc, on peut avoir des politiques, des procédures. On peut également avoir des technologies comme toutes les nombreuses technologies qui existent là, pour la protection de l'information, que je suis sûr que vous avez déjà entendu parler là, en parlant avec les membres de notre équipe. On peut peut-être passer à la slide suivante. Excellent. Donc là, un petit récapitulatif, dans le fond, là, pour la phase 2, le 22 septembre, comme William en a parlé, les 3 choses majeures qu'il faut faire. Le gros de la partie, la grosse vague que William nous a parlé, qui est la politique de gestion des données. Essentiellement, ça, c'est ce que Fasken va pouvoir vous aider à mettre en place. Qu'est-ce que vous devez légalement faire. Puis, ensuite de ça, vous devez avoir comme outil en ligne sur votre site web une plateforme de gestion du consentement pour tout ce qui est là, les cookies, les témoins que vous pouvez collecter au niveau du marketing, au niveau de la géolocalisation, etc. Puis, nous, celui-là, on va pouvoir vous aider avec un outil de gestion des données, une technologie de Microsoft qui va venir automatiser une grande partie de l'étiquetage des données dans toutes les infrastructures là, que vous pouvez avoir, toutes les infrastructures de fichiers que vous pouvez avoir au sein de l'entreprise. Ce qui est important à noter, c'est que c'est pour la phase 2, mais tout ce qui est pour la phase 1 est également requis. Également, et c'est certain. Donc, comme on l'a mentionné, Fasken va pouvoir vous aider, ou n'importe quel conseiller juridique, à mettre en place vos requis, dans le fond, là, faire vous aider à bien déterminer dans votre domaine d'affaires qu'est-ce qui s'applique à vous. Là, on a un exemple d'une plateforme de gestion du consentement. C'est aussi simple que le petit bandeau qu'on voit en bas. Donc, il dit à propos des cookies sur ce site, on peut les accepter, on peut les décliner. Puis, on peut également là, les customiser en allant cliquer sur le bouton outil de consentement aux cookies. Puis, garder seulement les cookies que l'on peut avoir. C'est vraiment cet aspect granulaire qu'on a besoin de retrouver. N'importe quelle
en fait, je vous dirais la plupart des firmes web qui gèrent vos sites web en ce moment devraient avoir un outil du genre en place ou en cours de développement pour justement la loi 25. Si vous n'en avez pas, écrivez-nous, on va nous faire plaisir de vous référer à ceux que nous, on utilise, à ceux qu'on a pour la gestion du consentement sur les sites web. Puis également, je donne un autre exemple. On peut voir d'autres exemples, c'est ça ici, vraiment de manière granulaire. Qu'est-ce qu'on accorde, qu'est-ce qu'on n'accorde pas là, comme information. On peut les configurer, on peut les accepter, on peut les refuser, évidemment aussi. Là, ça peut limiter certaines fonctionnalités, certains sites web si on les refuse. Ça doit être écrit dans le fond dans les pop-up qu'on voit là. Petit commentaire à ce niveau-là, c'est, en fait, vous allez voir sur tous les sites web, si ce n'est pas déjà fait sur le vote, là, en fait, la plupart des sites web publics qu'on connaît ont déjà ça en place. C'est important aussi de savoir que c'est juste au début. Généralement, là, c'est relié à votre adresse IP, donc votre login ou votre ordinateur, votre appareil. Donc, dès que vous acceptez une fois, vous ne devez pas avoir à toujours aller réaccepter, à moins qu'ils changent leur politique ou les termes qu'ils utilisent en erreur. Ou vous changez l'ordinateur, évidemment. Maintenant, on va arriver au vif du sujet là, au niveau de Soluland, qui est qu'est-ce que nous, on vous propose pour aider à gérer tout ça. C'est un outil de Microsoft, comme c'est une firme Microsoft. Donc, on peut vous aider à mettre en place l'outil qui s'appelle Microsoft Purview, qui va venir vraiment s'installer là, sur tout votre environnement cloud que vous avez. Donc, on le voit, le Microsoft 365, tous vos ordinateurs. Ça va également pouvoir se connecter à des applications qui sont pas de Microsoft, comme Google, Dropbox, etc. Puis, si vous avez des serveurs de fichiers aussi dans votre entreprise, les agents Purview s'installent sur ces appareils-là également. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir de collecter plusieurs informations sur où sont vos données, où est-ce que les informations confidentielles sont stockées, puis vraiment de le personnaliser selon vos besoins. Nos experts Microsoft vont pouvoir vraiment vous aider à configurer la plateforme selon ce que vous avez besoin pour vous. Une fois que vous avez eu en place là, votre politique de gestion des données avec Fastcan, puis que vous savez qu'est-ce que vous devez faire, c'est comme ça que nous, on va venir vous aider là, à le mettre vraiment en concret. Puis, ce que ça fait, grosso modo, là, pour ne pas m'attarder une demi-heure là-dessus non plus, ce que ça fait, c'est que ça va venir appliquer des étiquettes de confidentialité sur vos documents, que ce soit des documents Word, Excel, PowerPoint, vos courriels. On donne dans le fond à Microsoft un paquet de données qu'on dit ça, c'est des informations confidentielles, donc numéro de sécurité sociale, numéro de permis de conduire, numéro de carte de crédit. Puis Microsoft va venir automatiquement appliquer les bons étiquettes de confidentialité à ce niveau. Donc, ça peut être confidentiel, ça peut être des internes, publics. Puis dans Word, puis dans les différentes applications, on va avoir cette case-là, dans le fond, sur l'étiquette. Puis on peut la changer au besoin si on a besoin d'envoyer un document à l'externe. Dépendamment de comment est-ce qu'on le configure également, il y a juste certaines personnes qui sont autorisées dans l'entreprise à enlever une étiquette confidentielle. Dans ce cas-ci, ça va être le responsable de protection des renseignements personnels qui va pouvoir autoriser, par exemple, pendant la période d'impôt, si on veut envoyer des documents là, à notre firme comptable pour faire les impôts de nos employés, tout ça. Le renseignement de la protection, le responsable de la protection des renseignements personnels va pouvoir autoriser le fait qu'on enlève l'étiquette confidentielle pour le partage vers le comptable si besoin. En fait, question, là, Jesse, au niveau de. On parle de DLP, on parle de choses qui sont incluses dans l'écosystème de Microsoft. On va voir dans quelques secondes au niveau des plans, au niveau de l'expertise qu'on peut aller chercher autour de ça. Mais concrètement, ça ressemble à quoi comme produit ou comme solution, comme projet? Comme projet, essentiellement, c'est un projet normalement d'une quarantaine d'heures qui va être appliqué dans votre environnement. C'est sûr que ça dépend vraiment de à quel point vous voulez aller en profondeur là-dedans. Mais normalement, c'est autour d'une quarantaine d'heures pour le simple développement du DLP. C'est important de mentionner là, au niveau des licences que vous avez besoin d'une certaine licence, que vous avez besoin de la Business Premium ou d'un add-on au minimum dans toute l'entreprise pour que la technologie puisse s'appliquer automatiquement. Sinon, ça ne fonctionne malheureusement pas. Parfait. Là, DLP, on entend Data Loss Prevention, qui est inclus dans certains plans, mais au niveau vraiment de Purview, là, on va chercher même les serveurs qui sont on-prem. Exactement.
Puis, on va chercher aussi là, beaucoup de données sur le data life cycle, le cycle de vie des données, sur le, où, où est-ce que les données sont. Ça va vraiment très, très loin. Là. On peut le développer aussi loin qu'on veut au final. Là. C'est vraiment un outil qui est fait pour répondre à ce genre de requis légal là, comme le loi 25, le GDPR en Europe. C'est vraiment pour ça que Microsoft a développé cette technologie-là. Super. En fait, au niveau des offres Microsoft, évidemment, là, vous avez plusieurs choses qui sont disponibles dans l'écosystème de Microsoft au niveau de la cybersécurité. Principalement, ce qu'on va voir là, dans tout ce qu'on a parlé, c'est des plans comme Business Premium, des plans comme la 5 Compliance. Je ne me trompe pas, Jesse, qui vient donner justement le Purview, la partie Exact. Purview du tout. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on peut vous aider. En fait, on est dans les meilleurs ici au Québec, au Canada, pour vous assister sur tout ce qui est au niveau de Microsoft 365, particulièrement dans la partie Teams, dans la partie aussi au niveau des features de sécurité comme ça. Donc, vous voyez différentes choses ici. Les Business Premium pour les entreprises qui sont en bas de 300 employés, c'est un plan qui inclut par défaut là, le DLP ainsi que les différentes parties qu'on a besoin ici. Vraiment, au niveau de l'accompagnement de celui-là, je vais reprendre un peu la relève ici, Jesse, parce que ça se travaille avec toi, en fait. Comme vous l'avez vu ici, la loi 25, c'est un mélange de juridique, beaucoup de juridique, surtout dans la phase 2, mais un mélange aussi d'outils technologiques. Puis ça touche aussi tout ce qui concerne vos données, vos outils, comment vous stockez vos données, comment vous protégez vos données. Donc, nous, chez Soluland, ce qu'on a fait depuis les derniers, je dirais, les derniers 6 mois, en fait, en aidant, en assistant les compagnies ici, c'est qu'on est venu mettre en place un offre simple. Donc, un offre qui va venir vous guider, vous assister, venir vous donner l'information que vous avez besoin, même de la documentation, pour être conforme aux 2 phases de la loi 25. Dans le cas de la première phase, il y avait beaucoup plus de choses au niveau de la documentation, vraiment des discussions. Mais on vient vous assister, on vient vous appuyer. Puis on vient aussi combler au niveau de la deuxième phase, venir répondre à vos questions, venir vous donner l'information sur ce que vous avez besoin. On vient également donner de la consultation avec l'équipe de cybersécurité. Donc, oui, il y a un volet documentation, information, consultation, mais il y a aussi un volet au niveau de qu'est-ce que vous avez en place, quel outil que vous avez en place, qu'est-ce que vous devez mettre en place au minimum pour, oui, vous protéger, mais aussi pour convenir aux différents requis ici, la loi 25. On parle aussi d'un plan qui est, en fait, pour ceux qui l'ont déjà fait, là, il y a beaucoup de clients sur l'appel qui l'ont déjà fait avec nous. On a fait la première phase à 1499. On fait en fait les 2 phases combinées ici pour un 1699 pour les clients qui n'ont pas encore fait rien au niveau de la loi 25 pour la première phase. Je vous invite également à communiquer en fait avec notre équipe, mais on a une équipe qui est un peu partout. Donc, représentant à Québec, bonjour à Michel, représentant aussi, là, dans le fond, quelques représentants à Blainville, Montréal, en Estrie, puis Toronto, pour vous assister là, si jamais vous avez besoin d'aide. Pas juste au niveau de la loi 25, mais vraiment tout ce qui est cybersécurité. J'en profite vraiment pour rentrer un peu plus au niveau de la loi 25 phase 2. Donc, ce n'est pas quelque chose que, comme vous l'avez vu, c'est beaucoup plus au niveau juridique. C'est quelque chose qu'on peut venir vous accompagner, venir démystifier avec vous, venir valider aussi ce qui a été mis en place pour la phase 1, que vous l'ayez fait avec nous ou non. On vient confirmer le tout. On vient voir avec vous qu'est-ce que vous avez à mettre en place. On vient valider ce que vous avez en place pour la deuxième phase, puis pour la première phase. Puis, en fait, je l'ai bien dit ici, on vient ouvrir le projet ou le potentiel projet là, pour venir mettre en place le DLP, le Purview, toute la surveillance et la gestion des données là, que vous avez là, dans l'environnement Microsoft. On vient également avoir en fait une rencontre finale pour venir valider le tout, s'assurer que vous êtes conforme pour la phase 2, si jamais le gouvernement ou le CAI, la Commission d'accès à l'information, vient vous voir. Donc ici, on parle d'une Formule 5 qui est à 499, vraiment de la consultation à ce niveau-là. Mais le projet qui est en surplus, on ne peut malheureusement pas faire une offre qui est concrète, qui est simple là, au niveau du projet DLP, parce que chaque entreprise est différente. Toute entreprise aussi va vouloir voir jusqu'à où ils veulent amener le projet de labeling qu'on a parlé des différents documents, des différentes données personnelles. J'ai parlé en fait, notre expertise Microsoft rapidement. Donc, on est un des partenaires qui est en fait dans les meilleurs dans ce qu'on fait, donc partout au Canada. Comme vous voyez, on a différentes, ce qu'on appelait avant là, des Gold Certification, l'équivalent de ça, donc des certifications comme Solution Partner au niveau d'Azure, au niveau de espace de travail moderne, qui est Teams, qui est M365 avec la sécurité, avec les applications. Puis même qu'on a eu dernièrement, en fait, on était dans les finalistes, on était 2e place pour le partenaire de l'année mondiale avec Microsoft. Donc, juste pour vous dire qu'on est très bien positionné pour vous assister avec ce type de projet-là, en collaboration étroite aussi avec les représentants de l'équipe de Microsoft. Avant de terminer, 2 petites choses. En fait, au niveau de l'évaluation de sécurité, donc on parle de plusieurs choses, évaluation des données privées, choses comme ça, mais vraiment au niveau de qu'est-ce que vous avez en place, où est-ce que vous êtes comme entreprise avec votre cybersécurité, vos outils, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme minimum que vous devriez mettre comme standard. On est là pour vous.
Donc, on vous invite encore une fois à contacter notre équipe. On va pouvoir passer du temps avec vous. C'est quelque chose qu'on offre gratuitement à nos clients et les gens qui ne sont pas clients chez Sululan. Mais vous allez avoir une bonne idée sur vraiment votre plan de match, votre budget, qu'est-ce que vous avez à mettre en place pour la prochaine année. Peu importe la solution que ce soit offerte par Sululan ou non. Pour terminer, en fait, Jesse, je vais t'inviter à venir rajouter un commentaire là, si tu le veux, mais la cybersécurité, c'est beaucoup plus que juste des outils. Donc, oui, on vient intervenir au niveau de la loi 25 avec certains outils technologiques, mais ça veut aussi dire tout ce qui est, en fait, conformité, tout ce qui est certification de conformité avec quoi qu'on peut vous assister. On parle de formation du personnel, on parle de rédaction des politiques, la consultation, beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous. En fait, l'équipe à Jesse, l'équipe de sécurité aussi, là, à Nicolas Côté, et autres peuvent venir vous assister dans l'entreprise. Si tu voulais rajouter un dernier commentaire, Jesse? Oui, justement. C'est super important parce qu'on voit beaucoup, là, les gens mettent l'accent sur avoir des nouvelles technologies de sécurité, avoir des nouveaux SIEM, des nouveaux EDR, des nouvelles plateformes qui vont venir vraiment protéger l'infrastructure. Mais ce qu'on se rend compte souvent en travaillant avec les clients, c'est que l'utilisation de ces plateformes-là n'est pas documentée nulle part. Donc, en cas d'un incident ou quelque chose avec la Commission d'accès à l'information qui viendrait faire un audit, ils vont vous demander c'est quoi vos processus, qu'est-ce que vous avez en place. Puis c'est là que la documentation rentre est super importante pour s'assurer qu'on a une gestion qui est faite, qu'elle est faite convenablement, puis qu'elle est faite par les personnes compétentes également. Donc, si jamais vous n'avez pas de documentation, écrivez-nous, on va pouvoir vous aider à documenter tout ça de façon à ce que ce soit non seulement clair, mais également que ce soit, parlant anglicisme, future-proof, que si jamais vous avez des changements à l'interne, vous n'avez pas besoin de réécrire toutes vos politiques parce que vous avez perdu la personne qui était responsable de la protection de renseignements personnels chez vous. C'est quelque chose qu'on peut vous aider là, à mettre en place. Excellent. Donc, merci à tous. En fait, on a encore quelques minutes, en fait 15 minutes et plus pour répondre à des questions. D'abord, tant qu'à être dans le sujet, Jesse, au niveau de SOC 2 type 2, donc on voit qu'il est dessus, on a la question, est-ce que vous pouvez faire des SOC 2 type 2? Donc, on parle, j'imagine, de tout ce qui est la mise en place des contrôles, la surveillance des contrôles, puis venir en fait valider le tout pour l'audit. C'est définir quelque chose qu'on peut vous aider à aller chercher. On n'est pas accrédité pour vous donner la certification. Ça va être un auditeur tierce qui va faire ça comme un KPMG de ce monde. Nous, ce qu'on peut vraiment venir vous aider, c'est en tant que fournisseur de services MSP, dans le fond. On peut venir vous aider à vraiment produire la documentation nécessaire, vous accompagner durant l'audit, s'assurer que toutes les mesures sont en place pour que le SOC 2 soit aussi facile que possible. Oui, ça sera une pré-évaluation, mais on peut aller plus loin que ça également. Là, on peut vraiment vous aider à vous accompagner de A à Z jusqu'à la fin. Là. Puis également pour le maintien, parce que le SOC 2 est une certification qu'il faut renouveler à chaque année. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on peut oublier. C'est vraiment en permanence. Si on peut vous aider avec ça. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En fait, on va attendre quelques minutes, mais oui, j'imagine qu'il y en a d'autres ici qu'on pourrait répondre, tant au niveau de William que notre équipe. Ou je ne sais pas si c'est possible en tout cas, je ne sais pas si les gens peuvent prendre la parole directement pour s'adresser verbalement. Si y en a qui préfèrent, je laisse ça au moins grand maître du team, mais dans tous les cas, on est là pour répondre à vos questions. On va attendre 2 minutes, mais sinon, en fait, tous ceux qui sont clients avec celui-là, on va communiquer avec vous. En fait, vos représentants vont communiquer avec vous d'ici la fin de la journée, d'ici la fin de la semaine, un maximum. Puis si jamais vous avez des questions pour Jesse ou pour William, on peut toujours vous référer, vous s'assurer que vous avez les bonnes personnes. Là. Je vais me permettre de mettre mon adresse courriel dans le chat si jamais vous avez des questions juridiques dont vous voulez discuter. On me confirme également qu'on ne peut pas activer là, les micros, là, puisque c'est une configuration qui a été faite originellement, malheureusement. Mais si vous avez des questions dans le chat, c'est le temps. Là. Parce qu'on a plusieurs beaux commentaires, mais rien de nouveau comme question. Si on n'a rien d'ici la prochaine minute, on terminera ça. Puis on va rester disponible évidemment par courriel si vous avez plus de questions. Là,
par rapport à ça. J'en profiterai aussi vous inviter à tous ceux qui ont des questions au niveau de Microsoft, l'environnement de sécurité de Microsoft. Donc, on fait 2 événements à Montréal en octobre, le 18 et le 19, en collaboration, encore une fois, avec William pour celui à Montréal. Donc, 18-19 octobre, dans les bureaux de Microsoft. Vous êtes le bienvenu, là, on vous invite. Puis, en fait, on fait ça autour de l'heure du dîner avec un dîner fourni, puis l'équipe de Microsoft et notre fournisseur aussi. Sur ce, je crois qu'on va terminer. En fait, merci à tous. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Donc, on va faire suivre la présentation, les détails. On est disponible au besoin pour vous assister. Bonne journée à tous. Bonne Au journée. revoir.